Qui va nous parler de Giovanni de la Grosse, de la Corse. Voilà, je vous remercie. Mais écoutez, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et je remercie donc les responsables du CCU de porter de leur invitation. Alors, je vais donc vous parler d'un personnage qui a une spécificité. Il est extrêmement connu des chercheurs et des historiens et il est très méconnu du grand public. D'ailleurs, il n'a aucune visibilité dans l'espace public. Il n'a pas un nom de rue, il n'a pas, contrairement aux chroniqueurs d'Italie ou de France, il n'a pas un nom de rue, il n'a pas un nom d'école, ni de bibliothèque, ni une statue. Et si vous regardez, il n'y a rien, même pas dans son village natal, il n'y a rien. Donc vous voyez qu'il est extrêmement invisibilisé dans l'espace de la Corse. Alors pourtant, je vais essayer aujourd'hui de vous montrer toute l'importance qu'a eu ce personnage pour la culture, l'histoire, la littérature de la Corse. Alors je vais vous présenter un diaporama en ayant choisi des images ailleurs, parce qu'on n'a pas d'illustration en Corse. On a des fresques du XVe siècle, des thèmes religieux, mais on n'a pas vraiment d'illustration. Eh bien, je suis allée choisir ici, à peu près un peu plus tardivement, des fresques à Florence. Vous allez voir dans le courant de ma présentation que je suis allée chercher des choses en France, en Italie, voire en Espagne. Ça ne me gêne pas du tout, dans la mesure où ça montre aussi que la Corse était exactement dans cet environnement et participait à tout ça. Ça ne me gêne pas et je m'appuie donc sur ces images. Et voyez alors, j'ai intitulé la conférence « Passeurs de mémoire et précurseurs ». La première image, vous avez les personnages, les seigneurs, les événements, les guerres, les voyages. Et dans le second, là c'est, je pense, sport, ça même à la tête. Et ici, vous avez tous ces intellectuels de la fin du Quattrocento italien, qu'on reconnaît, hein, on sait qui ils sont nommés. Et donc ça résume bien ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, il va nous conter un narratif, une histoire, et en même temps, eh bien, c'est un lettré, c'est un intellectuel, et il va participer au développement de la culture corse. Le Moyen-Âge de la Corse manque totalement de visibilité. On a très peu d'archives avant la moitié du XVe siècle. Lorsque l'office de Saint-Georges avec ses officiers va commencer à faire des correspondances, on va avoir des documents. Mais jusque-là, on a bien sûr quelques archives, on a les statuts féodaux, par exemple dans le cas de Corse, on a des choses, mais on a très peu de choses. Et très peu de choses éparses, lacunaires, assez restreintes. Et l'archéologie n'est pas d'un plus grand secours, parce que la plupart des fortifications ont été rasées jusqu'aux fondations. Ce que je vous présente ici, c'est un des sites les plus emblématiques du Moyen-Âge de la Corse. Peut-être quelques-uns d'entre vous le connaissent, cet endroit, c'est au-dessus d'Ajaccio, dans le golfe de Tiouch. Il s'agit, vous voyez, il ne reste plus rien, on a quelques pierres les unes sur les autres, on a des traces de chaux par terre, et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le château de Chinark. Le château de Chinark, on arrive quand même à le reconstituer. On sait qu'il avait deux grandes tours, une carrée et une grande, très grande blanche ici, à la chaux, les pierres étaient liées à la chaux, qui faisait 12 mètres de diamètre. Il était très grand, il avait un corps de bâtiment, une citerne, et il dominait, vous voyez actuellement, voilà, c'est ça ce qu'il en reste, il dominait tout le golfe de la Liche. Et voilà les traces de chaux, voilà ce qui reste de la grande tour. On a vraiment tout rasé jusqu'aux fondations, il reste que du blanc au sol. Or, Chinark avait un tel prestige que celui qui ne possédait pas le château de Chinark en Corse n'était pas digne de dominer. Et par contre, on considérait que celui qui possédait Chinark, c'était un seigneur supérieur à tous les autres. Voilà ce que nous dit Giovanni de la Grosse.
Et effectivement, la lignée des Chinarquès a été une lignée très importante dans la Corse médiévale. On avait de très grandes lignées seigneuriales, dont les Cortinchi, les Biancolacci, on avait beaucoup de lignées seigneuriales, mais une des plus prestigieuses était quand même celle des Chinarquès. Alors, les personnages que vous voyez en rouge ont été seigneurs suprêmes ou comtes de Corse. Ça veut dire que théoriquement, ils dominaient l'ensemble du territoire, sauf la plupart du temps le président génois de Bonifacio ou quelques points comme ça. Donc ils dominaient tout ça. On a eu de grands personnages là-dedans, on va en reparler. Ils ont une partie mythique, ces Chinarquès. Pourquoi? Parce que mis à part Giovanni della Grosse, on n'a pas, on ne les connaît pas, hein, on n'a pas d'archives. C'est lui qui nous raconte leur histoire jusqu'à l'arrivée du mythique chevalier romain Hugo Colomb au IXe siècle. Et voilà, ils ont un ancêtre commun, les Biancolacci et les Chinarquès, mais après vraiment les Chinarquès prennent le dessus. Et ceux qui sont en noir, là, celui-là, Guglielmo et Francesco, ils ont été vicaires du peuple pour Gênes, c'est-à-dire qu'ils dominaient militairement la Corse. Tandis que les autres, en rouge, ils étaient plutôt favorables à l'Aragon. Il y a une alternance chez les Chinarquès. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est préserver leur pouvoir, et ils s'appuient sur les uns ou sur les autres, hein, sur les Génois, les Pisans, voilà. Donc vous voyez qu'on arrive même jusqu'à Renuccio della Rocca, qui est assez connu maintenant, c'est le dernier seigneur, mais il a toute une lignée avant lui qui était très importante. Alors, le premier chroniqueur corse, eh bien, c'est lui qui va avoir l'idée, pour la première fois, d'écrire l'histoire de l'île depuis les origines mythiques, justement, jusqu'à son époque. Et en même temps, il va écrire l'histoire et il va produire le premier texte littéraire en Corse. Alors, lui dit s'appuyer sur des anciennes chroniques, mais alors il dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont lacunaires, qu'est-ce qu'elles sont confuses, on ne comprend rien, ça donne mal à la tête quand on les lit. » Ça lui a porté tort, parce que des gens ont cru qu'il parlait de sa propre écriture. Pas du tout. Pas du tout. Si on lit attentivement le texte, bien entendu, lui pense qu'il écrit relativement bien, qu'il s'exprime bien, mais que les chroniques anciennes étaient vraiment trop confuses. Alors, ce Giovanni della Grosse, vous le voyez, c'est le seul qui est du sud de l'île. Il est né à la fin du XIVe siècle, il va mourir un peu après la moitié du XVe siècle. Et il va avoir des successeurs. Alors on a un deuxième chroniqueur dans le XVe siècle qui est très mal connu. Enfin, il n'y a pas grand monde qui a étudié Pietro Cirneo, c'est un prêtre. C'est un prêtre, mais il écrit l'histoire aussi, mais il raconte la vie rurale à cette époque-là, très intéressant. Et puis il faisait beaucoup de voyages, il allait à Venise en particulier. Les trois là, Montegiani, Ceccali, Filippi, ont lu les manuscrits de Giovanni della Grosse. Ils l'ont lu parce qu'ils prennent le récit là où il a laissé, en 1464, et ils le continuent jusqu'à leur époque. Et à la fin, celui-ci, en 1594, va le publier. L'imprimerie existe à ce moment-là, et il va publier le texte. Donc c'est comme ça que, et en incluant le résumé qui a été fait par Ceccali, le résumé de la chronique de Giovanni della Grosse. Hein. C'est la première fois qu'on va savoir que cette chronique a existé. Et celui-ci, c'est l'évêque du Nez, c'est un Génois, Agostino Giustinian. Alors il va raconter une description de la Corse pour montrer aux Génois l'intérêt qu'il y a à posséder une île avec tant de potentialités, hein, économiques, etc. Mais il va aller contre la première chronique de Giovanni della Grosse et il va parler des fables de la chronique. Il n'en dit pas plus, mais il dit les fables de la chronique. Donc, allez, il dévalorise tout ça rapidement. Voilà. Giovanni della Grosse est né dans le sud, vous le voyez, à Grosse. Ici, l'église de Saint-Jean-Baptiste, une église romane. Une église. Alors, on sait qu'il est né le 11 décembre 1388. Et ça, c'est très important, parce qu'avant, les gens ne savaient pas, ils ne marquaient pas, c'était pas normal d'écrire la date de naissance. Il y a même des princes et des souverains qui n'ont pas leur date de naissance. Or, lui appartient à un milieu privilégié, parce qu'on a certainement mis par écrit
Voilà, la Piève de Bisougé, c'est ici, dans le sud de la Corse, pas très loin de Bonifacio, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une piève? Vous le savez, c'est une entité religieuse où se trouve l'église piévane. C'est l'église la plus importante du territoire. Elle n'est pas dans un habitat, elle est à égale distance des habitats. Parce que ce qu'on a ici, eh bien, c'était un habitat dispersé. Hein, c'était des bergers, des paysans, et voilà. Et ils se réunissaient dans l'église piévane. Alors, c'est aussi une entité sociale et judiciaire, la Piève. Parce que, par exemple, c'est là qu'on juge, on fait les jugements en première instance. Hein, première instance, c'est dans la Piève. Et celui qui préside, enfin, qui domine, c'est le gonfalonier, c'est-à-dire le chef de la communauté. Et on a une Golierne, gonfalonier de la Piève, avec des dates qui cadrent. Le père de Giovanni s'appelle Golierne de Grosse. Et on a un autre Golierne de Grosse, et ça cadre à peu près avec sa naissance. Donc probablement, il était le chef de cette communauté. Voilà, le plaisir de vous mettre ces belles églises piévanes que l'on rencontre partout, hein, aussi bien à Corté qu'à Murat, ou partout, Saint-Jean, Saint-Ridorcine, voilà, ces belles églises piévanes. Alors, qu'est-ce qu'il fait Giovanni della Grosse? D'abord, il commence à recevoir un enseignement de base chez lui, soit avec un prêtre, soit un précepteur privé. Il apprend à lire, écrire, compter, etc. Et ensuite, il va partir dans la voie des études supérieures, c'est-à-dire étudier, la première étape, c'est la grammaire. La grammaire, c'est la science donc du langage écrit et oral, et en particulier, c'est l'apprentissage du latin avec les textes des grands auteurs de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Donc il fait ça, où est-ce qu'il le fait? Il le fait à Bonifacio. Il nous dit, il a commencé à aller apprendre la grammaire à Bonifacio. Vous voyez, ici, c'est très schématique tout ça, parce que évidemment c'est par convention. Hein. Il appartient à cette grande seigneurie de la Rocque, ici. Vous avez la terre des seigneurs, là, avec toutes ces seigneuries, les Lecs, les Ornanobols et les Istria. Ici, vous avez la terre de la commune, et pas la terre du commun. Il y avait des terres communautaires partout. Hein. Là, c'est la terre de la commune de Gênes. Parce que au XVe siècle, ils avaient la même mise là-dessus. Et vous avez toujours un peu à part les seigneuries d'Amar et Gentile du Cap Corse. Voilà. Alors, donc, il apprend, il va à Bonifacio, mais il ne s'arrête pas là, Giovanni. On nous dit, il part poursuivre ses études de grammaire à Naples. Ah, alors, il n'en parle pas, il ne développe pas, mais alors Naples, à cette époque-là, c'était vraiment une grande métropole médiévale, avec un port très actif. Là, il y avait à peu près 2 km d'entrepôts, de boutiques, de banques le long du port. Il y avait de grands châteaux, les Chartreuses, où les moines travaillaient beaucoup. Et puis regardez, c'était très populeux. Imaginez un peu le choc culturel pour ce jeune homme qui vient de la Piève bien rurale, agro-pastorale de Bisougé, et qui débarque dans une grande ville. Alors déjà, il avait eu un aperçu avec Bonifacio, c'était la seule cité en Corse, hein, Bonifacio. Vous voyez, c'était le... Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il va rencontrer à Naples. Il va certes... Alors, on commençait les études comme ça supérieures à 14 ans, peut-être à Bonifacio. À 15 ans, il a pu débarquer à Naples. Il est resté probablement sur une année universitaire, 1 an, peut-être 2, dans la mesure où il a probablement appris le métier de notaire auprès d'un notaire napolitain, parce qu'ils avaient une très très grande compétence, leur modèle de notaire était imité dans toute l'Europe. Voilà, donc vous voyez cette... Alors pourquoi 17 ans? Parce qu'on sait qu'il rentre en Corse à 18 ans. À 18 ans, en 1406, il va être nommé notaire à Bigougne par le gouverneur de la Corse, Andrea Lomeli, sur le conseil de Francesco della Rocca. J'ai oublié de vous dire que pour aller à Bonifacio, pour être admis dans l'un des couvents de la ville, pour que les Corses soient admis, c'était une cité génoise, il fallait quand même des recommandations. Et je pense, on nous dit que le seigneur Francesco della Rocca, vous voyez la Rocque, le grand seigneur, qui à ce moment-là dominait toute la Corse aux côtés des Génois, militairement c'est lui qui aidait les Génois,
On nous dit que c'était l'ami du podestat de Bonifacio. Et certainement, ça a été le protecteur de Giovanni della Grosse. Alors, lui a-t-il payé les études à Naples aussi, pour avoir des officiers à son service? Pourquoi pas, je pense, hein, parce que ça coûtait cher pour aller à l'étranger, le logement, etc. Alors que sur Naples, il favorisait énormément les étudiants étrangers. Il leur demandait de venir, il leur donnait des bonnes conditions de logement, de vie, etc. Mais certainement, Francesco a dû l'aider. Et en tout cas, pour ce qui est de sa carrière professionnelle, il l'a certainement aidé. Parce que la chronique, il nous dit « Andrea Lommelin suivait toujours les conseils de Francesco della Rocca ». Et les phrases se suivent comme ça. Hein. Andrea Lommelin suivait les conseils de Francesco. Francesco favorisait les gens de sa faction. Et on nous dit après, Giovanni della Grosse fut nommé notaire par Andrea Lommelin. Donc il est évidemment le protecteur de Giovanni. Et bien à partir de là, il a commencé à 18 ans, et il va avoir un parcours exceptionnel de près de 50 ans dans la vie publique. Ça va couvrir toute la première moitié du XVe siècle. Sa chronique s'arrête alors qu'il est âgé de 76 ans, et il va être un officier tout au long de sa vie. Alors un officier, j'aime beaucoup la définition d'Olivier Mattéol qui nous dit les officiers, ce sont l'ensemble des individus qui administrent la chose publique, la justice, les finances, à quelque titre que ce soit. Le mot officier désigne toute personne qui exerce la moindre parcelle de pouvoir au nom du prince. Alors, il va être effectivement un officier toute sa vie. Mais pas toujours la même chose. Il va être notaire. C'est lui qui va authentifier les actes d'achat, de vente, voilà, il va administrer les biens du pouvoir, toujours au service du pouvoir, hein, jamais de particulier. Il va être greffier dans les cours de justice. Il va être vicaire de justice, c'est-à-dire qu'il va exercer la justice. Hein, il va juger les gens en premier appel, même plus haut, hein, il va juger. Il va être lieutenant et il va mener des troupes. Et il nous cite plusieurs combats où il a été très vaillant, etc. Il a battu, quand il était avec Vincentello d'Istria, lui en particulier, il parle de victoire. Hein. Il a été commissaire. Alors le commissaire, c'est encore plus que le lieutenant, c'est-à-dire c'est celui qui est chargé de maintenir l'ordre dans une région, en particulier dans le Rhône. On sait qu'il a été commissaire là, mais il a été plusieurs fois. Il a été intendant. Par exemple, le grand siège de Chinart en 1454, il dit qu'il allait dans toute la région, il achetait les victuailles pour ravitailler le camp, et le camp ne manquait de rien grâce à son action, et il dit qu'il connaissait la situation de tous. Hein, il allait chez les gens avec qui il pouvait négocier des achats. Il est chancelier, c'est-à-dire qu'il mène une petite administration seigneuriale du gouverneur. Il a eu des missions très délicates, messager, diplomate, ambassadeur. Sa mission la plus importante, il a été auprès du pape Eugène IV en 1445, et là, on va en reparler d'ailleurs. Donc vous le voyez, Giovanni della Grosse a une très grande familiarité avec la population. Et on peut, à travers sa chronique, voir qu'il a travaillé partout, aussi bien dans le Cap Corse, à Vigo, il a porté dans l'Ornane, il connaît tout le territoire. Et on peut dire qu'il a côtoyé toutes les élites sociales de son temps, les Corses, les seigneurs, les gentilshommes, les caporaux, les principales, hein, les chefs populaires, mais il a connu aussi tous les gouverneurs et tous les capitaines génois. Et beaucoup de ces gouverneurs sont devenus par la suite doges de Gênes. Il les connaît, lui. Il les a vus, il a été à leur côté. Cette maison-là, c'est une maison de bigouille. C'est probablement là qu'il rendait la justice. Elle se trouve en dessous du château. Il y en a un qui a rasé un peu là. Et en dessous, il y a cette maison. Et il y a un épisode célèbre. Il est en train de rendre la justice là, en dessous du château. Et il y a une révolte au château. Il y a un coup de force. Et lui, il est très malin parce qu'il a toujours échappé à tout. Il enfourche son cheval et il part à bride abattue jusqu'à Herbalone. Et il reçoit l'hospitalité des seigneurs d'Herbalone. Donc c'est cette maison qu'on peut voir dans le vieux village de Bigouille.
je vous le dis, il a été au service de tous les seigneurs corses de ce temps, des grands seigneurs. Alors, que ce soit les Chinarques, dont on a parlé tout à l'heure, comme Francesco della Rocca, son protecteur, ou bien comme Vincentello d'Istria, il a servi de nombreux gouverneurs génois, les Lomeli, les Fregosi, les Montaldi. Il s'est mis tout de suite au service des envoyés du pape, parce qu'on en reparlera, mais il croit à la légitimité de la papauté, particulièrement. Il pense que le pape a une réelle autorité sur la Corse. Donc quand le pape a voulu installer l'état de l'Église en Corse, en 1445, il va tout de suite vers les envoyés du pape et se met à leur service. Et enfin, voyant qu'il n'y a aucune solution nulle part, parce que ça dure, hein, on a des problèmes politiques, bon, les problèmes politiques, on sait ce que c'est, il y en a toujours, mais là, il y en a particulièrement. Et finalement, à partir de 1453, on a une très grosse institution génoise, c'est l'Office de Saint-Georges, c'est la plus grosse institution financière européenne de cette époque. Ils ont une puissance de feu financière extraordinaire. Donc, il va les servir. Là, vous voyez la belle statue équestre de Vincentello d'Istria, et vous voyez Giano Fregosi, qui était gouverneur de Corse, mais qui a été aussi doge de Gênes, avec son frère, et il les a connus tous les deux, je vois. Alors, ça n'a pas été en sa faveur. Les gens ont dit, qu'est-ce que c'est que ce type qui change de camp, pendant 5 ans il est là, pendant 10 ans il est là. Bon, déjà, on peut dire que sa vie professionnelle son parcours a été très long, 50 ans. Qui, en 50 ans, ne change pas de bord, déjà, hein, même aujourd'hui, on va dire ça. Et lui, il prend le temps de nous expliquer pourquoi il change chaque fois. Par exemple, il travaille beaucoup avec Vincentello d'Istria, puis il va le quitter. Il va le quitter parce qu'il a fait quelque chose qui déplaisait à Vincentello, et sa vie est menacée. Donc de nuit, il va fuir avec sa famille dans le Cap Corse. C'est le seul endroit que Vincentello d'Istria ne tient pas. Donc il va se réfugier là-bas. En plus, c'est pas vraiment un chef de parti, c'est pas le membre d'une faction, c'est un officier, et il faut qu'il ait des opportunités professionnelles. Ça ne l'empêche pas, dans sa chronique, d'être très impartial. Il va dire du bien et du mal des uns et des autres. Il les connaît parfaitement. Il va dire du bien de certaines Chinarques, du mal d'autres. Pareil pour les gouverneurs génois. Et il est il se veut juste. Hein. Et en fait, comme tant d'autres à son époque, eh bien, comme de nos jours, hein, on est à la recherche continuelle d'un bon gouvernement pour la Corse. Qu'est-ce qui va faire le bonheur de la Corse? Et il y a beaucoup de désillusions dans son livre, parce qu'il voit que personne n'y arrive. On n'y arrive pas. Alors, quand on me dit, oh, c'est revirement politique, etc., il cherche, hein, et ses actions et son parcours sont à l'image de son temps. C'est très mouvant, c'est très complexe, c'est très difficile. Alors il va me dire que tout au long de sa vie, par contre, peut-être même dès ses études à Naples, qui a dû lui donner le goût du savoir, de la connaissance. Il a dû voir de très belles choses à Naples. Moi j'ai fait une conférence rien que sur Naples, hein, à l'époque de Giovanni della Grosse. Magnifique, parce qu'il est allé là-bas, c'était la ville de Virgile, c'était la ville des humanistes de ce Quattrocento qui commençait à flamboyer en Italie. Et il dit que lui aussi, toute sa vie, pas la fin de sa vie, hein, mais toute sa vie, il a recherché des livres dignes de foi. Dignes de foi, ça c'est bien une connotation médiévale, parce que ce sont des livres reconnus par les autorités, hein, les autorités religieuses ou politiques, ils sont dignes de foi, on peut les croire. Et donc il a recherché des livres dignes de foi, des manuscrits. Il est allé farfouiller dans les archives des seigneurs, des communautés. Il est allé, il a fait de nombreux voyages, on va en reparler. Il allait dans les chancelleries et il avait les documents, les manuscrits des bibliothèques princières aussi. Il a été à la curie romaine, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il sait, Giovanni della Grosse? Eh bien, les livres, c'est un lettré. Il connaît le droit coutumier, puisqu'il juge les gens, il connaît bien le droit. Et puis, il s'intéresse particulièrement à la tradition orale. Il aime les récits. Et on va avoir la grande chance
qu'il va nous faire partager ce qui se disait à l'époque, les récits d'éveillés, etc. On va en avoir plusieurs fois. Pas n'importe quoi, mais qui cadre avec ce qu'il veut dire. Donc il connaît la tradition orale. Il se passionne pour la généalogie. Il n'y a rien de surprenant à cette époque. La façon de raconter l'histoire, c'était une façon généalogique. C'était par génération. À telle génération, il y avait ces événements, les ancêtres avaient fait ci et avaient fait telles actions, les descendants se doivent de se montrer dignes. Il a une généalogie extraordinaire. Et on a beaucoup de chance, parce que c'est rare quand on a quelqu'un qui nous explique comme ça, qui nous explique l'histoire généalogique des familles. Parce qu'on a des endroits où il n'y a pas tout ça. Des gens me disent, je dis, oh là là, vous avez beaucoup de documents, des livres de comptes. Je dis, mais nous, on n'a pas de chroniqueur. On n'arrive pas à faire le lien entre les uns et les autres. Hein. Tandis que lui, il va nous faire un lien et qui ne se trompe pas. Hein. Il y a, je ne sais pas, il y a entre 500 et 600 personnages dans sa chronique. Il ne se trompe pas. Au cours des générations, les aïeux, les cousins, les alliances matrimoniales, il ne se trompe pas. Après, il accorde, comme à cette époque, beaucoup de poids au nom des gens. Ça veut toujours dire quelque chose à peu près. Il accorde beaucoup d'importance aux toponymes, les noms des lieux. Eh bien, il y a tel événement qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a... Il nous dit, par exemple, du côté de Coro, Chicasuarel, vous avez le pont des 7 poussins, et qui existe toujours. Vous allez sur la carte IGN, vous avez le pont des 7 poussins. Eh bien, ce serait là qu'auraient été noyés les 7 enfants, les 7 garçons d'Henri Gobin-Messer. Voyez. Donc, et comme ça fourmille dans sa chronique. Il y a plein de renseignements toponomiques. Et en plus, nouveauté, il dit, mais les gens qui ne me croient pas quand je parle de ces seigneurs anciens, etc., eh bien, ils n'ont qu'à aller se rendre sur les lieux et aller voir comme moi les fondations de ces vieilles forteresses. Il faut aller voir, il faut aller observer les vestiges archéologiques. Ouais. Donc ça, c'est une nouveauté. Vous avez un exemple de manuscrit du XVe siècle ici. De quoi va-t-il nous parler dans sa chronique? D'abord, de la vie dans les pierres. Je vous le disais, la pierre, c'est un bassin de vie très cohérent, avec des limites naturelles. C'est pas très grand, les gens se connaissent avec des crêtes, des rivières, etc. Les gens se connaissent en général. En une journée, on pourrait faire un cheval le tour de la pierre. Ils se connaissent en général tous. Et c'est une société agro-pastorale, évidemment, culture et élevage. C'est l'activité des paysans, c'est la richesse des seigneurs aussi. Hein, ils sont, voilà. Et puis en Corse, territoire non urbanisé. Il n'y a pas de ville. Mis à part le président génois de Bonifacio, il n'y a aucune cité, aucun point urbain. Et ça ne veut pas dire, enfin, on peut se tromper en disant il n'y a pas de ville, oh là là, ça doit être calme. Pas du tout. Il nous montre le dynamisme de ces communautés paysannes. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font, les communautés paysannes? Elles voyagent beaucoup. Alors, on est peut-être très surpris, mais les gens bougeaient beaucoup à l'époque. Ils avaient des tas de motifs pour se déplacer. Ça pouvait être la religion, ça pouvait être les transhumances. Il en parle peu des transhumances, mais il nous parle beaucoup de la religion, des justices, des assemblées communautaires, de la guerre, hein, des exils, des soins, du commerce. Et on avait des paysans soldats. Vous savez que les seigneurs, ils avaient leurs vassaux guerriers autour d'eux, mais ils levaient les troupes auprès des paysans. Et il nous dit d'ailleurs qu'il y a certaines pièves, on avait tellement levé les troupes qu'elles se sont trouvées dépeuplées comme ça. Hein, Joéline, Bisouget, justement, la guerre avait fait des ravages. Mais les seigneurs prenaient les soldats. Et ils faisaient attention d'ailleurs aux dates des conflits, parce que s'il y avait un siège ou un conflit au moment des récoltes, il nous dit à plusieurs fois que soit ils se rendent, soit ils désertent, etc., pour aller s'occuper de leurs affaires pastorales. Vous voyez. Donc, mais les seigneurs avaient repris. Et on voit aussi,
c'est très curieux, on voit des réseaux humains qui se connaissent parfaitement d'un bout à l'autre de la Corse. Les Corses franchissent facilement les montagnes. Alors, soit ça peut être des unions matrimoniales pour les seigneurs, hein, les paysans en général, ils se marient, ils ont un conjoint, un compagnon dans le cadre de la piève ou des pièves voisines. Mais les familles de gentilshommes ou de seigneurs, ils partent à l'autre bout, hein, ils se connaissent, ils se font la guerre. Et quand on fait la guerre toujours aux mêmes, ben on les connaît bien, ils les connaissent bien tous ces gens-là, hein, quand ils partent. Donc, et on nous dit, Pietro Cianeo aussi nous dit, ce qui s'est passé le matin, mettons, du côté de Solenza au Risonage, c'était connu le soir à l'autre bout du Cap Corse. Vous voyez, ils criaient, etc. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais en tout cas, les nouvelles, il y avait beaucoup de messagers et ça passait bien. Alors, en fait, voilà, donc mais en réalité, Giovanni Della Grosse, il a travaillé dans le monde des châteaux. C'est le monde des châteaux. Il y a passé sa vie. Il a rendu la justice, il a été greffier, notaire. Vous voyez ici cette carte, j'ai représenté à peu près 70 forteresses. Les noirs, ce sont les plus anciennes, 70. Dans sa chronique, Giovanni Della Grosse en cite à peu près 120. Et les archéologues aujourd'hui les estiment à peu près à 300. Hein? Donc vous voyez, alors, ils n'ont pas tous la même importance. En fait, ceux que j'ai mis là, ils avaient quand même une belle importance. C'était des lieux de résidence, souvent des seigneurs de justice. Donc, vous voyez qu'il y a... Alors, qu'est-ce qui reste de ces châteaux? On en a très très peu. Par exemple, à Lec, il n'y a que le bloc granitique, quoi, avec quelques grilles de quelques pierres. Des éboulis, etc. Il y a quand même quelques châteaux avec encore des murs en élévation, mais en général, ils ont tous été rasés systématiquement pour effacer le souvenir des occupants de ces lieux. Mais il y a des gens passionnés qui passent leur week-end et leurs vacances à parcourir le maquis et à aller voir, retrouver les citernes, retrouver les murs, retrouver les objets, etc. Voilà, donc on a les femmes. Je voudrais en dire deux mots parce que les femmes dans la chronique, vous savez que Georges Duby avait popularisé l'expression le mâle Moyen-Âge. Hein, on ne les voit pas, les femmes, etc. Dans la chronique, c'est pas vraiment le cas. On les voit, les femmes. Alors, elles ne sont pas citées avec leurs prénoms, il n'y a qu'une vingtaine de prénoms à peu près. Le reste, c'est plutôt la fille du Seigneur, la sœur, la femme, etc. Mais il a une vision. D'ailleurs, il raconte aussi les mythes et légendes. Alors, les mythes et légendes, elles sont souvent valorisées, ces femmes. Ce sont de grandes guerrières et ce sont des dames de gouvernement, des dames sages, etc. Mais elles sont aussi au centre des violences, soit qu'elles les subissent, soit qu'elles les suscitent. Hein. Il y a des adultères, des viols, etc. Il y a beaucoup d'anecdotes dans cette chronique. Mais alors on a pu dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est misogyne? Non. Pour moi, cette notion de misogynie sur Giovanni Della Grosse, c'est vraiment inapproprié. C'est pas ce qui doit s'appliquer à la vision du premier chroniqueur corse. C'est comme si on demandait, est-ce qu'il était de gauche ou de droite? Ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a pas de sens. Et là, c'est pareil. Alors, je peux vous dire que sur les femmes, eh bien, il les traite pareil que les hommes. Ce qui n'est pas tendre pour les hommes hein, non plus. Les hommes, il y en a de très bons, des modèles, et puis il y en a des cruels, luxures, qui ont de l'envie, de la jalousie. Donc, il se veut juste un juge, hein, quand même. Donc, il se veut juste pour les hommes et pour les femmes. Et quand il faut faire des compliments sur une femme, il les fait. Quand il ne faut pas le faire, il va dire. En fait, il se veut assez impartial, à mon avis. Qu'est-ce qu'il va nous parler de quoi? Très rapidement, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de seigneuries. J'ai mis que les principales, il y en a des dizaines au moment de la féodalité. Il y a des dizaines de petits seigneurs en Corse, chacun avec sa petite forteresse. Hein. Là, ce sont les plus grands, les Cortiques ici dans ce centre-est, les seigneurs du Cap Corse, les Pinas qui en Balagne, les Biancolacci dans le sud, les Chinarquès qui vont prendre le dessus, qui vont dominer non seulement leur région, toute leur région avec les seigneurs. Ils sont tous Chinarquès après, hein, tous alliés entre eux.
Alors, quelques dates. Les puissances extérieures entre le XIe et le XIIIe siècle s'intéressent à la Corse. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Les Corses aussi s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur. Ils savent très bien aller demander de l'aide. Ils savent ce qui se passe sur la scène méditerranéenne. S'il faut aller demander de l'aide à une puissance, ils y vont. Vous savez que depuis Pépin le Bref et Charlemagne, la Corse est placée dans les États pontificaux sous l'autorité des papes. Donc le pape, c'est lui, c'est le suzerain de la Corse. Il n'a pas d'armée, mais c'est lui qui domine. Il met les gens qu'il veut en place. Et en 1077, il va confier les 7 évêchés corses à l'archevêque de Pise. Ça fait, c'est pas seulement de la religion, c'est de la politique aussi. Et ça va susciter une rivalité terrible entre Pise et Gênes. Tant et si bien qu'en 1133, Gênes va réussir à obtenir un partage des évêchés. On va en créer un à exprès. On va en donner 3 à Pise et 3 à Gênes. Voilà. Donc ça, c'est une date importante. Une date très très importante encore, c'est la prise de Bonifacio. C'est un port pisan, et les Génois s'en emparent en 1195. Et là, je peux vous dire qu'ils ne vont pas le lâcher des cités, ils ne le lâchent pas. Ils veulent contrôler le trafic maritime, ils ont la Sardaigne qui les intéresse, ils veulent contrôler le trafic dans la Méditerranée occidentale, et en plus, c'est un pied en Corse. Donc très important. Et vous avez aussi quelque chose de très important, c'est un seigneur qui va marquer de son empreinte tout le XIIIe siècle de la Corse. C'est un seigneur de la Rocque au départ, Francesco della Rocque, c'est un seigneur de la Rocque. Tout le monde va le connaître, il est connu dans les archives comme Giudice de Cinarca, le juge de Cinarca, le juge. Et il est lui, il applique la justice rigoureuse, que les gens apprécient. Ils adoraient la justice rigoureuse à l'époque. En plus, en coupé de tête, on pendait, ils étaient contents. Donc les voleurs, ils n'avaient pas... Voilà, mais le Seigneur, Giudice, il ne protège pas les assassins, au contraire, il condamne même un neveu à lui qui avait violenté une femme, il le condamne à mort immédiatement, parce qu'il s'aperçoit que c'était vrai. Il ne regarde pas. Et finalement, autre date importante, dans tout ce tumulte-là, vous avez le pape, finalement, Boniface VIII, qui décide, pour des raisons qui lui sont propres, pour de la géopolitique à cette époque-là, il va créer le royaume corso-sarde et il va le confier au roi d'Aragon, qui devient légitime du coup. Alors, imaginez, il y a Pise, Gênes, Pise va être éliminé assez rapidement par Gênes, et on va se retrouver la confrontation Gênes-Aragon. Le XIVe siècle, et comme partout en Europe, le XIVe siècle, la Corse ne fait pas exception. C'est un siècle où les temps sont difficiles. Il y a des discordes de partout, des guerres, des épidémies, dont la fameuse peste noire en 1348. Il y a des révoltes populaires. Au même moment, il y a la jacquerie en France, il y a des révoltes des Romains contre les potentats de Rome. Donc, on dirait que les gens sont en ébullition, en effervescence. Vous avez un mouvement religieux dissident en Corse comme ailleurs, les Giovanali, comme les Fraticelli en Italie. Vous voyez, c'est un siècle difficile, le XIVe siècle. Et il va y avoir des révoltes populaires en 1358. Je pense, pour ma part, que ça a été suscité, je pense, par Gênes. Ça, il faudrait en discuter longtemps. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité pour Gênes, parce que là, les gens vont se donner à la commune de Gênes, la dédition, vont se donner à condition, sous certaines conditions, à condition qu'ils fassent appliquer la paix et que les temps soient calmes, qu'ils amènent la paix en Corse. Bon, ce n'est pas une réussite, mais en tout cas, ils prennent le pied vraiment à ce moment-là, en 1358, dans ce qu'on appelait tout à l'heure la terre de la commune. Alors finalement, la Corse se partage en terre de la commune, des seigneuries du Cap Corse, toujours les mêmes, ils sont pro-génois, ils sont tous d'origine génoise dans le Cap Corse, donc on ne les embête pas trop, terre de la commune, et les seigneuries de Lake, Ornanobos, Istriaro, c'est la terre des seigneurs.
Je vous disais tout à l'heure, c'est une convention, parce que quand le seigneur d'Istria Vincentel va dominer, il va monter pratiquement jusqu'au Cap Corse. Hein. Quand Enrico della Rocca va dominer, il va même soumettre les seigneurs du Cap Corse. Hein. Il va toujours pas, par contre, Bonifacio tient. Ce qui tient, c'est vraiment Bonifacio. Voilà. Donc, tumultueux XIVe siècle. Et je vous dis deux mots de deux grands seigneurs chinarquaises qui ont gouverné chacun 30 ans environ. Arrigo della Rocca, 30 ans, de 72 à 1401, avec des hauts et des bas. C'est pas une domination égale tout le temps. Quelquefois, il prend des territoires, quelquefois, il les perd. Voilà. Mais, et il meurt, c'est le seul qui meurt de maladie. En 1401, au moment où il part dans une expédition guerrière. C'est le seul qui meurt de maladie. Et lui, c'est un grand guerrier, un grand corsaire, et il lutte en particulier contre l'institution financière génoise, une grande institution, la Mahone, hein, qui avait déjà des terres dans la Méditerranée orientale, des îles, etc., des comptoirs surtout, et il se bat contre eux. Et vous avez l'autre, Vincentel, c'est son neveu, ils ne sont pas tous apparentés bien sûr, c'est son neveu, c'est le fils de sa sœur. Et lui, ils sont tous les deux chefs du parti aragonais, c'est-à-dire ils se placent immédiatement sous la bannière du roi d'Aragon, hein, pour eux, pas des Génois. Ils sont tous les deux comtes de Corse, tous les deux excellents guerriers, corsaires, très craints par les Génois. Vincentel, c'est pratiquement le seul qui est cité dans les chroniques génoises. Il ne parle pas des autres, mais alors Vincentel, il y a quelques paragraphes qui lui sont consacrés en le critiquant évidemment, sa traîtrise, etc. Donc il fait très peur aux Génois. Et finalement, il est capturé en 1434 sur son bateau, large de Bastia. Il a un procès expéditif et il est décapité sur la place des Doges à Gênes. Le XVe siècle pour la Corse, c'est un tournant historique. Pourquoi? Eh bien, on voit bien, entre l'Aragon, entre Gênes, etc., c'est un espace d'affrontement. Ce qui signifie que la Corse est bien insérée dans son environnement politique, dans le contexte politique méditerranéen de son temps. Tout le monde voudrait bien réunir l'ensemble de l'île sous sa bannière, et personne n'y arrive. Ni les Génois, ni les Aragonais, ni les seigneurs chinarquaises. Personne n'y arrive. Alors, en 1453, les gens du nord, les habitants du nord de la Corse en particulier, pas tellement des gens du sud, hein, qui restent quand même plus ou moins avec leur seigneur, mais le nord, ils font appel à cette institution financière, l'Office de Saint-Georges, qui va s'implanter durablement, avec des coupures, etc. Mais ça va durer jusqu'en 1562, hein, ça va durer longtemps. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous raconte Giovanni della Grossa? Il va nous raconter tous ces événements, toutes ces guerres, et il va nous raconter l'histoire des vaincus, c'est-à-dire les seigneurs chinarquaises qui sont soutenus par l'Aragon, mais de loin. L'Aragon n'est pas très présent, il n'arrive pas à... Il se concentre sur la Sardaigne, l'Aragon se concentre sur la Sardaigne. Du coup, les seigneurs chinarquaises sont en première ligne et n'ont pas la force suffisante pour résister. Alors, il va y en avoir après la vie de Giovanni della Grossa, il va y avoir Jean-Paul de Leyck. Voilà. Mais lui, il a connu Raffet de Leyck aussi, qui s'est vraiment battu. Donc, voilà, il nous raconte l'histoire des vaincus. Et on peut dire que le XVe siècle, c'est un virage. Il n'y aura pas de principauté corse. Il y aurait pu y avoir une principauté corse. En particulier, Giovanni della Grossa, il est assez favorable aussi aux Fregosi, qui sont alliés avec des seigneurs corses. Et les Fregosi sont les doges de Gênes, pour lesquels il a travaillé. Et il pense qu'ils auraient pu bien faire en Corse. Ils auraient pu, ils disent qu'il a voulu comme une seigneurie perpétuelle de leur famille. Il aurait pu. Vous voyez cet espace méditerranéen, voilà l'Aragon, qui a les îles, hein, qui a la Sardaigne, qui a la Sicile, et qui a le royaume de Naples. Gênes tient fermement à la Corse, et vous avez les États pontificaux ici. Hein. Voilà, tout ça, vous voyez, la Corse est en plein milieu de tout ça. Je voudrais vous parler rapidement, parce que c'est important, des séjours à l'extérieur de l'île de Giovanni. Et comme lui, les élites sociales voyagent beaucoup pour leurs affaires. Ils étaient à Gênes pour leurs affaires, ils vont en pèlerinage, ils vont au moment des jubilés à Rome, ils partent. Hommes et femmes d'ailleurs pour les jubilés, et même les femmes des chefs populaires, ils partent en pèlerinage à Rome.
Donc, lui, il nous dit, peut-être qu'il est allé ailleurs, mais en tout cas, dans sa chronique, il nous cite Naples pour ses études, la Sardaigne en exil, Gênes et Rome. Alors, vous voyez un petit peu, là, tout ce qu'il a pu découvrir à cette époque. Parce que, à cette époque-là, en Italie, c'est le Quattrocento. C'est une grande période. C'est une période de la Renaissance italienne. Hein. Après, ça se termine. Au XVIe siècle, ça va se terminer, il va y avoir autre chose. Mais là, au XVe siècle, on est en plein dedans. Et qu'est-ce que c'est que le mouvement humaniste? Eh bien, au lieu que ce soit uniquement l'idée de Dieu qui prédomine, tout d'un coup, on va dire non, mais on va mettre l'homme au centre du monde. Et lorsque l'homme, par la connaissance, va évoluer, l'individu va savoir des choses, apprendre, s'enrichir intellectuellement, ça va faire le bien de toute la société. Voilà, c'est ce qui se passe. Et là, donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent retrouver. Avant, c'était le dogmatisme un peu au Moyen-Âge. C'était les autorités. Il fallait toujours se référer à une autorité pour avoir raison. Un tel a dit ça, donc c'est vrai. Hein? Là, non. Maintenant, les intellectuels se disent, mais nous, on veut lire les textes dans leurs originaux, les textes originaux. Ils vont apprendre le grec. Il va y avoir des étudiants qui vont se précipiter dans les facs pour apprendre cette langue grecque. Et les élites vont rechercher, posséder, ils en ont sauvé beaucoup, des manuscrits anciens qui étaient oubliés au fond de couvents, de choses comme ça, et ils vont se constituer de riches bibliothèques. Ils vont aussi s'intéresser aux vestiges archéologiques, en particulier à Rome. Rome va jouer, on va dire, on va regarder ces vestiges-là qui étaient négligés jusqu'à présent, on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quand même de grandes choses. Vous savez que les civilisations, ça passe, on oublie quelquefois. Hein? Et bien là, on redécouvre, hein, c'est un moment de redécouverte, et on redécouvre la civilisation de la Rome antique. Et on s'occupe aussi de l'époque. Qu'est-ce qui a marqué là? Qu'est-ce que ça signifie? Alors on cherche à comprendre. Et l'homme politique antique Cicéron, qui faisait l'apologie de l'éloquence, eh bien on reprend comme lui, parce que l'orateur va être considéré comme l'archétype de l'homme d'État. En fait, cette culture, elle va être liée à la politique. Elle va être liée. Le premier humanisme, c'est ça, fin du XIVe, XVe siècle. Le premier humanisme, c'est ça, il y a une dimension politique. Il y a un rapport nouveau entre la littérature, l'histoire et la politique. Mais ça a déjà eu lieu auparavant, mais là, ça prend une ampleur très importante. Les arts et les lettres doivent être au service de la société, des hommes, de la politique. Le lettré doit s'engager dans la vie publique. Et vous avez quelqu'un comme le chancelier Colucci Salutati à Florence, qui a compris ça dès la fin du XIVe siècle, et lui, il était passionné, il a fait venir les auteurs grecs, les professeurs de grec, et c'est peut-être pour ça que Florence est partie en flèche dans ce mouvement de la Renaissance. Hein. Ils avaient déjà une longueur d'avance. Donc maintenant, on a un nouveau regard sur le corps des officiers. Les officiers, tout à l'heure, je vous disais, c'est celui qui fait quoi que ce soit au service du prince. Maintenant, l'officier, il doit conseiller le prince, être son confident et exercer un talent oratoire hors du commun. Et Giovanni della Grosse, il essaie de se faufiler là-dedans. Hein. Ça lui correspond bien dans ses écrits. On est à l'époque où il y a l'émergence de ce prince humaniste qui va être mécène des arts et des lettres. Alors, les deux que je vous ai mis en rouge, Giovanni della Grosse les a probablement rencontrés tous les deux, comme non, il ne dit pas qu'il est allé à Florence, mais alors si vous regardez bien tous ces hommes-là, c'est vraiment la chronologie de Giovanni, de sa vie. 1388, 1464, et les autres, eh bien, c'est sa génération. Hein. Vous savez qu'on dit que les hommes ressemblent plus à leur génération qu'à leur père. Eh bien, oui, ils ressemblent à sa génération. Donc il y a des princes humanistes qui vont favoriser. Il y a le roi d'Aragon qui est venu en Corse, le fameux siège de Bonifacio. Il voulait prendre Bonifacio génois. Il a fait le siège, mais ça a été un échec. Mais à ce moment-là, Giovanni della Grosse était un lieutenant au service de Vincentello d'Istria, qui était à côté du roi d'Aragon. Donc il a certainement croisé
de toute façon l'entourage du roi, mais au moins peut-être le roi lui-même. Et Frégoso, il a certainement reparlé, il a dû être à sa cour, il a reçu une hospitalité à sa cour. Voilà. Donc ce sont des gens qu'il a connus. Je reviens 2 minutes sur Naples pour vous parler des études. Alors Naples, à cette époque-là, grande ville culturelle, c'est la ville de Virgile. Il en parle beaucoup, il fait des récits sur Virgile. Il y a des épisodes où on voit très bien cette influence qu'il y a eu dans la chronique corse. Et Pétrarque qui est venu, qui disait déjà « Heureuse Naples, digne d'envie, siège très auguste des lettres, toi qui parus déjà si douce à Virgile. » Il y a le tombeau de Virgile, je ne l'ai pas mis là, mais il y a le tombeau de Virgile, près des Puzzole, à Naples. Et il y avait des basiliques, des églises magnifiques, le grand château qui venait d'être rénové, Castelnau. Il y avait le roi, Ladislas, qui était là. Donc, voyez un petit peu, c'était une vie culturelle très importante et en même temps une vie politique très importante. Il y avait beaucoup de conflits, donc il a eu beaucoup de savoir à cette période-là. Ensuite, il est allé en Sardaigne. Il est obligé de s'exiler parce qu'au moment où il servait Vincentello d'Istria, il y a eu un coup de force dans le château où il était, à Maricine, dans le sud, et les gens ne l'ont pas tué, mais l'ont envoyé en Sardaigne. Et certainement grâce à la recommandation de Vincentello, qui connaissait parfaitement le marquis Léonard de Coubel d'Oristane, c'était celui qui a gagné, qui s'est mis au service du roi d'Aragon. Et Vincentello d'Istria et ses hommes ont participé à la grande victoire de San Luis, la grande victoire aragonaise, qui a eu presque toute la Sardaigne a presque été prise. Il restait que le réduit de Guillaume de Narbonne, qui était le descendant légitime des juges. Et ce marquis, chez qui est allé Giovanni della Grosse, il a travaillé pour lui, il a pris à son service. C'était un homme extrêmement riche qui a aidé le roi d'Aragon à payer les 100 000 florins d'or pour acheter finalement, donner une compensation à Guillaume de Narbonne. Donc vous voyez où se retrouve Giovanni della Grosse, à une cour riche. Il y a un historien sarde qui dit la chancellerie d'Oristane était particulièrement compétente et efficace. Donc il a travaillé là-dedans. Combien il y est resté, on ne sait pas. En tout cas, il est parti en 1414. Il était en Corse en 1416. On le revoit apparaître en 1416. Combien de temps? Mais on voit dans son récit qu'il connaît bien la Sardaigne. Il sait de quoi il parle, il a analysé leur façon d'être, leur langage, il sait tout ça. Et puis, il revient en 1416, il est au service d'Abramo Fregoso. Pourquoi? Parce que Vincentello n'est pas là, il est parti demander de l'aide au roi d'Aragon ailleurs, il n'y a plus personne, il faut bien travailler, il va être pris, il est très compétent, donc on le demande. Il va être au service d'Abramo Fregoso, qui est le frère du doge, Thomas de Fregoso. Or, il se trouve qu'en 1417, Vincentello revient, et comme il est très fort au niveau guerrier, il va chasser tout ça, et il va reprendre le pouvoir. Donc Giovanni nous dit, pour ne pas faire quelque chose contre l'honneur, il décide, il ne dit pas qu'en l'exil, il décide de partir à Gênes, quelque temps. Et il y retrouve certainement Abramo Fregoso, et il est certainement à la cour des Fregoso, qui est un foyer de l'humanisme. Gênes n'est pas particulièrement en pointe au niveau de l'humanisme naissant et triomphant à ce moment-là en Italie. Mais la cour de Thomas de Fregoso, oui. Le chancelier, les hôtes qu'il reçoit, ce sont des gens très... voilà. Et là aussi, encore une grande ville, très active. Alors, combien est-il resté aussi, ne nous dit pas, quelques mois certainement. Quelque chose de très important, à un moment donné, tout va si mal en Corse que l'envoyé du pape décide d'envoyer en ambassade Giovanni della Grosse à Rome pour informer le pape de la situation catastrophique de la Corse. Donc pour cette fois, il va partir avec son fils, Vincenzo, c'est la première fois. Mais il sait que quand on part à l'étranger, ce sont des opportunités. Il a profité lui-même, il a rencontré des gens. Et son fils va suivre ses traces. Parce que Vincenzo va devenir chancelier des Fregoso et il va devenir conseiller ensuite du vice-roi d'Aragon. Il va faire un très beau parcours.
On ne le retrouve pas dans les archives de James. Pourtant, il nous dit qu'il a fait des batailles aussi, il faudrait le retrouver. Donc il part, il est reçu en audience le 13 octobre 1445, et figurez-vous qu'on lui donne un emploi à la curie. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais à l'époque, pour obtenir un emploi à la curie, il fallait vraiment de grosses recommandations, parce que tout le monde s'envoyait des lettres, est-ce que tu peux me faire avoir une place à la curie, etc. Donc on voyait que c'était très recherché. Et bien lui, comme ça, le pape le reçoit en audience, et on lui donne un emploi. Il va y rester jusqu'au début de l'année suivante. Et ici, vous voyez, il a rencontré, il était en 1447, il était à Rome, au Vatican. C'est Jean Fouquet, c'est un naturiste français, et il a peint le sacre de Charlemagne, mais dans le cadre de la vieille basilique vaticane. Hein, ce tableau est intéressant. Et alors à Rome, il va travailler à la curie, et il va faire des rencontres très importantes. Les gens que vous voyez en rouge sont des gens avec qui il a travaillé. Ils sont secrétaires apostoliques, mais aussi collectionneurs, écrivains, poètes, précepteurs. Il y en a beaucoup qui se consacrent à l'enseignement, à l'éducation. Donc celui-là, il le connaît très bien. Et on sait qu'ils partageaient entre eux. On le sait parce que Paul du Braccioli, vous voyez ici, qui est très connu. Alors, tous ces gens, on ne les connaît pas tellement en France. Ils sont connus. Fabio Biondo, c'est le premier qui a écrit vraiment l'histoire de Rome à cette époque-là. Frangelico sur les fresques. Lorenzo Valls, c'est celui qui a démontré la fausseté de la donation de Constantin, qui n'est pas du IVe siècle, mais bien du 8e siècle. Voilà. Donc il a rencontré tous ces gens-là. Lui, c'était un conseiller très écouté, il a dû certainement le recevoir. Hein. Et Paul du Braccioli raconte qu'à un moment donné, il va être envoyé à Florence, il sera chancelier de Florence. Et il va dire, oh, qu'est-ce que je regrette le temps où j'étais à Rome, parce qu'il y avait une salle de repos, une salle à café, on va dire, comme on pourrait dire aujourd'hui. Hein. Dans cette salle de repos, tout le monde venait raconter la sienne. On racontait des histoires, on racontait des médisances, des poésies, etc. Et ça s'appelait surtout la salle des mensonges, le bureau des mensonges, parce que, est-ce que c'était vrai tout ce qu'on racontait? Mais en tout cas, tous ces gens-là échangeaient. Et le Vatican n'est pas si grand que ça. Donc il a côtoyé tout cela. Par exemple, Maffeo Beggi, je pense que c'est lui qui a beaucoup parlé de l'Énéide. Il a voulu écrire une suite de l'Énéide. Et ça a influencé. On retrouve toutes ces influences dans la chronique de Giovanni della Grossa. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous le voyez, Giovanni della Grossa a observé différents types de pouvoir pendant sa vie. Il a connu en Corse les seigneuries. Il a connu la royauté à Naples et en Sardaigne, parce que déjà le marquis d'Oristane était sous la domination du roi d'Aragon. Il a connu le régime populaire dans la terre de la Commune en Corse et à Gênes. Il a connu la théocratie à Rome. Il a connu une administration par une institution financière, comme l'Office de Saint-Georges. Et lui, on voit bien que son idéal de gouvernement, ça serait un prince légitime, juste, puissant, qui a une dimension princière et qui est capable d'obtenir l'adhésion populaire. Alors il a des modèles dans sa chronique. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Giudice de Cinac, lui c'était un modèle pour lui. Enrico della Rocca aussi. Il a des modèles, hein, on les voit dans sa chronique. Mais bon, là c'est la fameuse. Alors il n'y avait pas que Giovanni della Grossa qui cherchait le bon gouvernement. Ça c'est dans le palais public à Sienne. Vous voyez, il y a toutes les façades de ce palais public il y a des fresques. Il y a les effets du bon et du mauvais gouvernement, avec la justice, la paix, la tempérance, voilà, la justice, les gens de la ville qui viennent, on cherche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon gouvernement? Et lui, c'est pareil que les autres. Alors, tout cela pour vous dire, à mon avis, Giovanni della Grossa est bien un homme de ce temps. On va détecter dans ses écrits tout ce qui préoccupait les lettrés à son époque. Il va être un officier, mais en même temps, il va écouter ce qu'on lui dit de faire, mais en même temps, il est préoccupé par la vie publique et politique. Il se demande, il se pose des questions, il ne sait pas.
il critique. Il va être un messager, mais surtout un ambassadeur éloquent. À plusieurs reprises, il dit qu'il arrive à convaincre les gens. Par exemple, il dit même que le pape l'a écouté lorsqu'il a envoyé 400 hommes avec un connétable sur les conseils de Giovanni della Croce. Il arrive à influencer. Il va conseiller les seigneurs et les gouverneurs. Il a le souci de l'éducation et de la connaissance. Souvent, il va dire, oh là là, en Corse, on n'a pas le souci, on n'a pas. Il y a des hommes valeureux, il y a eu des événements extraordinaires, mais personne n'a pris le temps de les écrire, on ne connaît pas. Et il n'a pas dû comparer les paysans en Italie ou en Corse, il a dû comparer les élites sociales. Les élites sociales en Italie qui étaient préoccupées justement, qui faisaient du mécénat, qui étaient des lettrés, etc., qui avaient un côté militaire, mais qui avaient un côté connaissance, culture, qui était important. Lui aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit « Toute ma vie, j'ai recherché des manuscrits anciens ». Voilà, donc il a fait comme les autres, ce qu'il a dû faire ailleurs. Et lui aussi, il va observer les vestiges archéologiques de ces fameux châteaux qui sont tous détruits depuis très longtemps en Corse. Les plus vieux, il ne reste que des ruines. Alors, pourquoi s'est-il mis à écrire l'histoire de la Corse? Il va être un peu... Il va avoir beaucoup de désillusions, d'abord avec les Génois. En 1457, il arrête ses fonctions, il rend tout, et il se retire à Grosse pour écrire l'histoire au jour le jour. Il dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il déplore le laxisme des auteurs anciens qui n'ont rien écrit alors qu'il y avait des choses à écrire, des hommes valeureux, etc. Et il souhaite initier l'essor de la littérature insulaire. Il n'écrit pas parce qu'il y a une commande. Ce n'est pas un seigneur, il n'est pas au service d'un seigneur, il n'est pas au service d'une communauté. Il écrit, à mon avis, en analysant tout ce qu'il a fait, je pense qu'il écrit parce qu'il a vu ce qui s'est passé en Italie. Il a vu l'importance de ses écrits. Et vous vous rendez compte, à 70 ans, jusqu'à 76 ans, il va écrire sa chronique au jour le jour, il nous dit, eh bien, je pense qu'il a été motivé par ce qu'il a vu à l'extérieur de lui. Il y a cette influence qui est très forte. Donc, qu'est-ce que c'est que sa chronique? Oui, c'est de l'histoire, c'est surtout un discours politique à l'échelle de la Corse dans son ensemble. Quel est le bon gouvernement? Et en plus, écrire une histoire, c'est donner corps à une communauté. J'ai dans mes livres, j'ai bien vu l'unité, cette perception de la Corse. On la voit morcelée, terre des seigneurs, terre des communes, seigneurie du Cap-Orsan. Et puis, il y a beaucoup de choses qui les rassemblent. Lui, par exemple, il fait un ethnotype du Corse. Le Corse est jaloux, il est susceptible, mais il ne parle pas du sud ou du nord. Il dit dans son ensemble. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui montrent qu'il a une vision d'ensemble. Et quand on part à l'étranger, on voit la Corse dans son ensemble. On ne la voit pas morcelée quand on est à l'extérieur. Donc, c'est un texte qui veut résoudre les mots. Il espère, alors pour qui il écrit? Est-ce qu'il écrit pour ses contemporains? Pour donner un exemple, est-ce qu'il écrit pour les générations futures? Moi je pense, probablement. Il veut laisser sa trace. Voilà, il veut que ça serve un petit peu de leçon. Pour terminer, je vais vous parler des apports de la chronique. Elles sont très importantes. Alors, en histoire, c'est le premier chapitre de l'historiographie insulaire. C'est lui le premier qui démarre ça. Il a un témoignage très fiable sur son vécu. D'ailleurs, même ceux qui l'ont critiqué en disant qu'il a parlé des femmes, etc., ils disent par contre, je m'en remets entièrement à lui depuis le XIIIe siècle. À partir de 1200, tout ce qu'il dit est vrai. Je voulais vous démontrer, c'était une réflexion sur la gouvernance des peuples. Il parle beaucoup de légitimité, de tyrannie, de stabilité politique, de nécessaire adhésion des gens à une politique d'un seigneur. Il faut que les gens adhèrent, sinon ça ne marche jamais. Même à cette époque-là, parce que les vassaux étaient mécontents d'un seigneur, ça suscitait des révoltes. À un moment donné, il y a des frères qui tuent le troisième frère qui était très aimé des gens, et bien tout le monde se révolte. Deuxième chose, la littérature. C'est le premier ouvrage littéraire corse qui soit parvenu jusqu'à nous. C'est quand même la première fois qu'on a une source narrative
qui jette un regard interne sur la société. Et c'est important, parce que je vous le rappelle, tout à l'heure je vous disais, ailleurs, ils ont des archives, voilà. Mais lui, il va remettre tout ça dans son contexte. Il va nous aider à comprendre qui était quoi, pourquoi ils ont fait ça. Et on a un suivi, on a un fil, donc c'est quand même très intéressant. Et en fait, il va relayer encore sur toutes ces idées. Ça passait par des notaires, par des médecins, par des petits greffiers, par des juges. Le Quattrocento, ça a été l'avancée triomphale du Quattrocento italien, on dit. Ça passait par des gens comme lui, ça passait par de grands intellectuels, et puis aussi par des petits gens qui écrivaient et qui faisaient avancer les idées. Et puis, très important au niveau de la culture, parce que sa chronique est truffée de croyances, de légendes, d'épopées. Alors ça lui a été vraiment, lui a été reproché. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Même lui, il dit, par exemple, je vous prends l'exemple de la mouche de Fred. La mouche de Fred, c'est la mouche qui naît du crâne d'un seigneur pervers, Orsolana, et qui en 10 ans devient aussi grosse qu'un bœuf et dévaste toute la région de Figaro, de Porto Vecchio. Alors, on nous dit, même lui, il dit, je sais que le lecteur incrédule ne croira pas cette histoire, mais c'est pourtant ce qui se raconte. Donc il se sent tenu de raconter, parce que, comme d'autres, d'ailleurs à l'époque, s'il ne les racontait pas, on disait, ah oui, mais il a parlé de ça, mais il a oublié cette histoire-là, on le savait très bien. Et par contre, les lecteurs un peu plus critiques vont dire, oh, qu'est-ce qu'il va nous raconter ça? Bon, cette mouche, c'était un peu peut-être la malaria, c'était un événement catastrophique qui a désertifié toute une région. La mouche et la malaria, c'est les seuls endroits en Corse et en Sardaigne où on a des récits de mouches, en Phénicie aussi, hein, Belzébuth, le seigneur des mouches. C'est les seuls endroits. Les bestiaires mythologiques ne sont pas très larges en Corse, on a la mouche. Et il va nous raconter des épopées. Alors, le Romain, il n'y a pas de preuve, une colonne. Henri Gobel-Messer, avec la voix qui part dans toute la Corse lorsqu'on l'assassine et qui dit la Corse ne sera plus jamais bien, ça va bien, hein, la Corse ne sera plus bien. Mais il y a d'autres, c'est parsemé. C'est un homme qui croit aussi, comme ses contemporains, il croit aussi, il le dit, il n'invente pas, voilà. Mais il n'en dit pas trop. Donc il est très. On peut avoir grâce à lui une vision. On a une représentation du passé, par exemple du XVe siècle, et on a une vision de l'espace. Alors, je vous dis, l'accord de l'importance à la toponymie. Voilà, il y a des tas de légendes, ça parsème son récit. Et c'est très. Bon, après, à partir du XIIIe siècle, non. C'est vraiment dans sa partie origine mythique, etc. Alors on va dire, oh là là, ici on se dit, bon Dieu, nous, on a un chroniqueur en Corse qui raconte des fables comme ça. Mais si vous prenez les chroniqueurs ailleurs, si vous lisez les chroniques, c'est pareil. Giovanni Villani, avec sa chronique de Florence, il parle de la tour de Babel, lui. Voilà, l'origine de Florence, ça démarre à la tour de Babel. Vous avez la chronique de Naples, Parthénopée, etc. Et ça part avec tous les miracles qu'a fait Virgile lorsqu'il était à Naples. Donc vous voyez, c'est pas extraordinaire. C'était comme ça. Hein. On croyait, c'est un homme quand même qui croyait au présage, qui croyait à beaucoup à une justice immanente. Quelqu'un qui a fait du mal, la Providence va le punir assez rapidement. Voilà. Le texte a été publié, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première fois en 1594. Ensuite, il a été épuisé très très rapidement, réimprimé en italien. Et là, c'était la version, ce qu'on appelle la version courte, c'est-à-dire le texte de Giovanni résumé dans les chroniques des autres. Et d'ailleurs, les chroniques des autres, ils ont coupé ce qui ne leur convenait pas, les Sarrasins, ils ont enlevé, ils ont coupé certaines choses, et ils n'avaient pas du tout les mêmes visions que Giovanni. Donc, c'est ça. Des fois, on attribue à Giovanni Della Grosse des choses qui sont dites, alors que ce sont, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est celui des Giovannali. Les Giovannali, on dit, ils se réunissaient dans l'église de Carbini et ils voulaient un partage des biens en commun, etc. Les autres ont dit,
c'était de la luxure, des orgies. Il ne le dit pas ça, Giovanni de Bosco. Il est très sobre dans ce qu'il raconte, très très sobre. Il dit, ils ont été battus, et après les seigneurs qui les craignaient se sont retirés tranquilles dans leur seigneurie. Mais il ne dit pas autre chose, il ne parle pas de luxure ou quoi que ce soit d'orgie, des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc ça a été un peu parasité. Donc la chronique courte a été publiée en français en 1888 par l'abbé Letteron à Bastia. Alors là, oui, on a des statues, des rues, Letteron, etc. On a plein de choses, pas sur Giovanni. Mais il va trouver, parce qu'on n'a pas le manuscrit original, il va trouver une version plus longue. Dans la bibliothèque de Bastia, sur le rayonnage, il a trouvé une version longue. Et là, ça va lui paraître antérieur à tout ce qui s'était dit jusque-là. Parce que justement, il y a des récits entiers qui n'étaient pas dans le livre, qui ont été allègrement supprimés. Et voilà, cette version longue. On a plusieurs manuscrits, on n'en a pas des masses de manuscrits sur la version longue. On a le manuscrit Bénet, je vais vous en reparler. Et là, la chronique médiévale a été publiée pour la première fois en version bilingue par Antoine Casanova et Matteo Giacomo Marcellese en 1998 et par Antoine-Marie Grazian en 2016. Et nous avons fait avec, à l'Université de Corse, le site numérique qui s'appelle corsemédiévale.uma-9.fr. Et là, vous avez le texte de la chronique. Vous pouvez avoir ici, c'est la transcription en italien. Vous pouvez avoir ici le manuscrit. Là, vous pouvez avoir la transcription. Vous pouvez cliquer sur traduction. Vous pouvez avoir uniquement la traduction. Vous pouvez avoir une cartographie, une généalogie, des annotations. Et au milieu, par exemple, si vous cliquez sur un château, vous pouvez avoir les images, ou si vous cliquez sur un personnage, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Donc, vous voyez, en parallèle, vous pouvez avoir deux choses. Soit ici la transcription et la traduction, soit, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Lorsque vous arrivez sur ce site, il y a beaucoup de choses, mais il faut d'abord cliquer sur chronique, la chronique. Hein. Et là, vous voyez tout ça. Ça a été terminé en 2022. À l'époque, c'était Jean Cancellière qui portait ce projet, puis ensuite Vanina Marc Lantorella qui a travaillé. J'y ai travaillé aussi. Hein, voilà, on a fait ça. Alors, ce qui est bien avec un site numérique, c'est que selon les avancées scientifiques, eh bien, on peut corriger, on peut améliorer, on peut rajouter des choses, voilà, on peut l'enrichir. Voilà, écoutez, je vais m'en tenir là. Vous remercier de votre attention avec tous ces gens du Quattrocento italien et peut-être répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie. Voilà. Est-ce que j'ai été trop rapide, trop courte, compréhensible? Oui? Oui? Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas quelle va te dire. Une petite question, merci beaucoup. D'abord, dans la continuité de votre conclusion, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu justement des problèmes que pose d'une part l'intertextualité avec les continuateurs de Giovanni Della Grossa et d'autre part les différents manuscrits pour une édition Alors, on a plusieurs choix. Par exemple, Antoine-Marie Grazian a choisi de prendre plusieurs manuscrits et de faire une synthèse entre les trois. essayant de reconstituer. Donc, voilà, une synthèse. Mais c'est très proche, hein. Tout est très 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 proche. Il ne faut pas croire qu'il y a des différences extraordinaires. Matteo Giacomo Marcellese et Antoine Casanova se sont basés sur le manuscrit grec qui est à la bibliothèque Tommaso Prela de Bastia. Et sur ce que nous avons fait à l'université, là, ça part d'un manuscrit Bénet, qui est à Paris, c'est un antiquaire parisien. Il avait ce manuscrit. Alors, il y a peu de différences, mais il y en a. Il y en a, et quelquefois, on comprend mieux. Hein, quand on compare, on a pu comparer les deux manuscrits. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, le gros problème, c'est qu'on n'a pas le manuscrit original. Ça non plus, c'est pas tout à fait extraordinaire.
il y a beaucoup de chroniques où on n'a pas l'original. Soit ça a été réécrit 100 ans ou 200 ans après, soit ça a été fait par une même main sur plusieurs chroniques, donc c'était une copie automatiquement. Je pense que même les Justinian et Pietro Cierni, on n'a pas vraiment les originaux. Voilà, alors est-ce que ça pose un problème? On arrive. C'est une difficulté, hein, je voulais dire. Voilà, voilà. Mais on arrive quand même à voir, à faire la part des choses et à comprendre. Alors tous les chroniqueurs qui ont suivi ultérieur reconnaissent l'apport immense de Giovanni della Grossa. C'est-à-dire, il dit, personne n'a écrit sauf un qui écrivit du temps de nos pères et de nos aïeux et qui a raconté l'histoire de la Grosse. Et le texte est quand même important. Alors, tout ce qui est le début, on sait que c'est de lui, même dans les deux versions Bénet et manuscrits grecs, on sait que c'est de lui, parce qu'on ne les retrouve pas chez les successeurs. Ils ont supprimé allègrement tout ce qui était la présence sarrasine en Corse, etc., en disant que ce n'est pas possible, donc ils ont éliminé tout ça. Mais les carolingiens. Sinon, oui, c'est un peu le Graal. Si quelqu'un trouvait le manuscrit original, c'est le Graal, hein, de l'histoire, on aimerait bien. Et pour le moment, on ne l'a pas trouvé. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Voilà. Et on a dit qu'on a fait en sorte d'en faire disparaître beaucoup aussi. Alors, est-ce que ces manuscrits sont partis en Espagne? Peut-être des hypothèses comme quoi il aurait été réécrit en Espagne, parce que ça arrangerait certaines allusions, certains épisodes qui font allusion à des personnages espagnols, comme Lélec. Écoutez, oui, c'est un vrai problème, mais il faut faire avec, comme partout, parce qu'on a beaucoup d'écrits, on est dans le même cas, et ça n'empêche pas les avancées. Il faut y travailler, parce que jusqu'à présent, on a dit on n'a pas l'original. Hier, il dit, il y en a d'autres, on n'a pas. À Naples, la chronique de Naples, c'est une composition de chronique. Hein. C'est une histoire ancienne, on devait dire, à l'original, voilà. sur solitaire, on ne ferait pas grand-chose. On ne ferait pas grand-chose. Donc, jusqu'à présent, ça a porté tort à la chronique en disant quoi final, qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut pas travailler dessus, ce n'est pas l'original. Donc pendant des années, moi j'entendais ça, on ne pouvait pas travailler dessus parce qu'il n'y avait pas l'original. Mais il faut dépasser ça, il faut avancer parce que sinon, vu la richesse de ce qu'il nous raconte, et alors on lui a reproché de mal écrire aussi. Et bien parce que justement le style peut permettre de reconnaître la date. Son langage à lui, c'est bien le langage de Matteo Giacomo Marcellesi qui avait fait une étude linguistique sur ses écrits. Il disait oui, c'est bien des écrits du XVe siècle. Ce n'est plus le langage plus sophistiqué, plus fleuri du XVIe siècle. Hein. Donc ceux du XVIe siècle ont dit oh oui, un tel a écrit l'histoire de Corse du temps de nos pères et de nos aïeux, mais alors qu'est-ce que c'est mal écrit avec son style grossier, etc. Non, c'est un style particulier, c'est un style de notaire aussi, c'est-à-dire quand il dit quelque chose, il faut bien comprendre, un mot est un mot. Hein. Un mot est un mot, c'est toujours précis, c'est important. Tout ce qu'il dit, il ne va pas dire n'importe quoi. Alors, tout ce qui parlait aussi du savoir, de la culture, de la nécessité, on a dit, mais tout ça, c'est pas de lui. Tout ça, c'est de ses successeurs, parce qu'eux, ils sont du XVIe siècle, il y avait déjà l'humanisme et tout. Donc, c'est eux, ce sont des interpolations et tout. Je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas. Je pense qu'il a... Pourquoi il a écrit? Sinon, personne ne lui a demandé personne. Il n'a pas été payé, il n'a pas eu de commande, il l'a fait de lui-même. Donc, pourquoi il aurait fait tout ça si ce n'était pour l'intérêt du savoir et de mettre sa contribution. Vous voyez ? Voilà. Oui, comme vous dites, s'il fallait avoir tous les textes originaux, et non pas les copies d'auteurs antiques, ça serait assez mal, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions? Dans combien de... pour ce que vous en avez pour faire votre texte, vous avez travaillé combien de temps sur la chronique? Parce qu'il y a un texte. Alors, je vais vous dire, je suis arrivée à faire le test d'une façon bizarre. Au départ, ça date de 2005-2006.
Les gens me disaient, oh là là, tu t'intéresses à l'histoire, il faut absolument lire Giovanni de la Grosse. Donc on m'a donné un texte de Giovanni de la Grosse. Et je l'ai lu, mais je m'apercevais que personne ne l'avait lu. Les gens ne le lisaient pas en entier, ils lisaient les bouts, etc. Donc j'ai essayé de le résumer et de l'illustrer. On a commencé comme ça. Et ensuite, c'est Laetitia Cancellière que j'ai essayé de texte. Ça remonte à très. Voilà, je vous libère, donc merci beaucoup.